vous informer sur nos antennes, mesdames, messieurs, bonsoir. Signature de l'arrangement particulier dans les discussions au Centre Inter de Cézanne, les parties prenantes s'accordent sur la répartition des ministères. Le mercredi soir, une commission restreinte a trouvé un consensus sur le 21 ministères sur le 53 que devra comporter le gouvernement de transition. Ceci ne concerne pas les ministères de souveraineté, dont la justice, la défense, les affaires étrangères et l'intérieur, qui feront objet des discussions entre le président de la République et le Premier ministre. Et puis une mission de la Commission nationale des droits de l'homme à Kananga dans le Kasaï central, la CNDH y est allée pour enquêter sur les massacres de Mwanza-Lomba et la découverte de fausses communes. Étant une institution indépendante, la CNDH a initié cette mission pour ne pas se baser sur des rumeurs et ou des enquêtes d'autres structures. Et enfin, attentat terroriste aux abords du Parlement britannique, précisément à Londres, le mercredi dans l'après-midi. 3 personnes sont mortes, y compris l'assaillant, et une vingtaine des blessés. Ce jeudi, la police britannique a procédé à cette arrestation. Consensus trouvé autour de 21 ministères sur le 53 que devra comporter le gouvernement de transition. C'était à l'issue des travaux en commission restreinte composée des délégués de toutes les parties prenantes à l'accord de la SANCO. Cette commission avait été mise en place le lundi 21 mars lors de la reprise de travaux et avait pour but de vider des divergences qui empêchent la signature de l'arrangement particulier. La répartition des portefeuilles s'est faite de manière suivante. La majorité présidentielle va contrôler les finances, les travaux publics et les hydrocarbures en attendant d'autres discussions. Le rassemblement prend les affaires foncières, l'action humanitaire, les sports et loisirs. Le Front pour le respect de la Constitution a quant à lui réclamé le ministère du Budget. Il faut signaler ici que les ministères de souveraineté dans la justice, la défense, les affaires étrangères et l'intérieur ne sont pas concernés à ce stade de négociation. Ils feront l'objet des discussions entre le président de la République et le Premier ministre. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui s'est retirée de ces discussions, a prévenu que si l'arrangement particulier n'est pas signé le lundi 27 mars, le parti du leader Maximo n'aura d'autre choix que d'engager des actions de rue. Il faut noter par ailleurs que la plénière prévue le mercredi 22 mars n'avait pas eu lieu. Selon Martin Fayoulou, délégué du Rassemblement, les éléments disponibles ne suffisaient pas à faire l'objet d'une plénière. Elle devrait avoir lieu ce jeudi à 18 h sans changement de dernière minute. Pendant que Bruno Tshibala, porte-parole du Rassemblement, et Joseph Olingankoy, confirme la crise au sein de cette plateforme, Maître Peter Kazadi, ancien conseiller juridique de Feu Etienne Tshisekedi, affirme que la crise au Rassemblement est bel et bien terminée. Bruno Tshibala conteste toujours la dernière restructuration intervenue au sein de cette plateforme de l'opposition, portant l'idiot Tshisekedi Lumbi à sa tête. Pourtant, Félix Tshisekedi, nouveau président du Rassemblement à la faveur de la restructuration, affirmait dans les médias qu'il n'y avait plus de voix discordantes au sein de la délégation du Rassemblement aux négociations de la SANCO. Pour Bruno Tshibala, il est démagogique d'affirmer à ce jour que la crise est finie au Rassemblement. Allons croire l'un des préalables à la réconciliation entre les deux ailes du Rassemblement et l'inhumation du président Etienne Tshisekedi. Mais selon Maître Peter Kazadi, la situation est redevenue à la normale car certains membres de ses composantes qui posaient problème sont revenus. Il a estimé que l'enterrement d'Etienne Tshisekedi n'a rien à voir avec la restructuration de la présidence du Rassemblement. L'ancien conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi a rappelé par ailleurs que Bruno Tshibala est exclu de l'UDPS et qu'il n'est plus compétent pour parler au nom du parti. La République démocratique du Congo met l'administration américaine en garde contre les effets qu'aurait une suspension de la législation sur les minerais de sang, une disposition de la loi Dodd-Frank. C'est sous le mandat du président Obama que cette législation avait été adoptée. Elle visait à contrôler l'approvisionnement des entreprises américaines en minerais issus des zones de conflit. Selon un projet de décret obtenu par l'agence britannique Reuters, Donald Trump, le nouveau président américain, propose une suspension de cette loi pendant 2 ans, car, d'après lui, elle est trop coûteuse pour les entreprises américaines.
Le gouvernement congolais a ainsi réagi contre cette suspension. Le ministre des Mines, Martin Kabweloulou, a fait savoir, dans une correspondance datée du 13 mars et dont s'est procurée l'agence Bloomberg, que la suspension de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank mettra en péril la stabilité et la sécurité de la RDC, car cela encourage une escalade des activités des groupes armés. Cette correspondance du gouvernement congolais est adressée à la Securities and Exchange Commission, l'organisation fédérale américaine de réglementation et de contrôle de marchés financiers. D'après l'agence américaine Bloomberg, Martin Kabweloulou a déclaré qu'une délégation congolaise rencontrera le chef de la SEC et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, pour discuter de la position de son gouvernement. Pour rappel, des organisations des droits de l'homme comme Global Witness avaient déjà signifié leur désaccord d'une éventuelle suspension de la loi Dodd-Frank. Une mission de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a été dépêchée à Kananga, au Kasaï central, pour enquêter sur les massacres de Mwanza-Lomba et la découverte des fosses communes à Chimbulu. C'est ce qu'a dit Mwamba Mushikonke, président de la CNDH à Top Congo FM. D'après lui, son institution étant indépendante et neutre ne pouvait pas se prononcer à propos, se basant sur les rumeurs et enquêtes fournies par d'autres structures. Raison pour laquelle la CNDH a dépêché une délégation d'une dizaine de personnes pour enquêter. Et ce n'est qu'au retour de ses membres que l'institution pourrait se prononcer. Quant à la question de savoir pourquoi la CNDH ne pouvait-elle pas s'associer au gouvernement pour mener ses enquêtes, Mwamba Mushikonke a fait savoir que son institution est indépendante, avant d'ajouter que c'est quand il y a une mission mixte gouvernement-CNDH que l'institution d'appui à la démocratie peut collaborer. Et la Commission nationale des droits de l'homme a aussi le droit d'initier des missions indépendantes, d'où cette mission au Kasaï central, a-t-il indiqué. Pour rappel, après la vidéo massacre condamnée et enquêtée par le gouvernement, les Nations Unies ont soupçonné l'existence d'au moins 17 fosses communes dans le Kasaï. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a eu lieu mercredi après-midi près du Parlement britannique à Londres, la police britannique a procédé à 7 arrestations. Le bilan a été revu à la baisse ce jeudi matin. 3 personnes sont mortes en plus de l'assaillant. L'identité de ce dernier n'a pas été révélée, mais la police pense qu'il est lié à la mouvance islamiste. Parmi les blessés, on compte 3 lycéens français dont les jours ne sont pas en danger. Pour rappel, l'assaillant a tout d'abord foncé sur la foule avec sa voiture. Après s'être encastré dans les grilles du bâtiment, il est sorti du véhicule avant de poignarder à mort un policier. Lors de cette attaque qualifiée de terroriste, selon la police britannique, 2 piétons ont été aussi tués et sur la vingtaine des personnes blessées, les 3 lycéens français de Concarneau qui effectuaient un voyage scolaire à Londres. L'ASV Club de Kinshasa et les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi terminent en tête de leur poule de la phase classique du championnat national Division 1. Les 2 Corbeaux occupent la première place avec 45 points dans la zone centrale sud, alors que les Dauphins Noirs en comptent 43 pour la zone ouest. Pour son dernier match joué mercredi 22 mars, Mazembe a dominé FC Lupopo D1, alors que Lupopo a pourtant ouvert le score à la première période grâce à un penalty transformé par Moussielé. Trésor Mputu et Rinfol Kalaba ont ainsi donné la victoire aux Corbeaux. Ce succès permet à Mazembe de finir en tête avec 45 points, devant Sangabalinde qui a 42 points et Don Bosco 37 points. À Kinshasa, les Dauphins Noirs ont écrasé le même mercredi Racing Club de Kinshasa 4-0 dans la zone ouest. Avec cette victoire, V-Club totalise donc 43 points et dévance de Saint-Pé qui a 41 points et FC Renaissance 32 points. Par ailleurs, dans la zone est, la Lina Foot devra donc trancher sur le litige qui oppose les clubs de la zone est entre Bukavu Dawa et Dauphins Noirs pour connaître qui de ces 2 clubs va accompagner Mouangano. En attendant, les 7 qualifiés pour la phase play-off sont Mouangano, Mazembe, Sangabalinde, Don Bosco, V-Club de Saint-Pé et Renaissance.
Voici le rappel de titre. Signature de l'arrangement particulier dans les discussions au centre interdiocésain. Les parties prenantes s'accordent sur la répartition des ministères. Le mercredi soir, une commission restreinte a trouvé un consensus sur le 21 ministères sur les 53 que devra comporter le gouvernement de transition. Ceci ne concerne pas les ministères de souveraineté, dont la justice, la défense, les affaires étrangères et l'intérieur, qui feront objet des discussions entre le président de la République et le Premier ministre. Et puis une mission de la Commission nationale des droits de l'homme à Kananga dans le Kasaï central. La CNDH y est allée pour enquêter sur les massacres de Mwanza-Lomba et la découverte de fausses communes. Étant une institution indépendante, la CNDH a initié cette mission pour ne pas se baser sur des rumeurs et ou des enquêtes d'autres structures. Et enfin, attentat terroriste aux abords du Parlement britannique, précisément à Londres, le mercredi dans l'après-midi. 3 personnes sont mortes, y compris l'assaillant, et une vingtaine de blessés. Ce jeudi, la police britannique a procédé à cette arrestation. C'en est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Merci de suivre cette revue de presse sur votre chaîne. Les médias ont focalisé leur attention sur les interventions des représentants congolais au Conseil des Nations Unies et leurs conséquences sur les discussions directes. Application de l'accord du 31 décembre, New York, Monseigneur Utembi interpelle, chez Okitundu rassure, écrit Forum 2As. Le journal résume chaque intervention sur la RDC. L'arrangement particulier peine à se conclure, constat amer du prélat catholique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. D'où cette exhortation, il faut un réel engagement des acteurs politiques et socio-congolais. L'accord global et inclusif du centre interdiocésain s'avère la seule feuille de route réaliste pouvant sortir le pays de la crise institutionnelle, conclut le président de la SANCO. Plus diplomate, Maman Sidikou n'en appelle pas moins au sens de responsabilité de la classe politique. La responsabilité première pour la matérialisation de l'accord de la Saint-Sylvestre repose sur ses signataires et requiert le même niveau de dévouement et compromis qui ont mené à sa signature. Comme en écho à ces 2 premiers intervenants, Léonard Okitundu déclare la main sur le cœur. Il n'existe aucune manœuvre pour retarder la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. D'après le chef de la diplomatie congolaise, la signature de cet accord traîne pour des raisons objectives, dont la mort d'Etienne Tshisekedi, ancien président du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Et chez Okitundu de dérouler la position traditionnelle de la majorité présidentielle, notamment la procédure de désignation du candidat Premier ministre et celle du président du Conseil national de suivi de l'accord, CNSA. 3 noms pour le premier cas et consensus pour le second. Toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, actualité.cd note, un groupe d'experts demande à l'ONU de conférer à l'accord du 31 décembre un caractère obligatoire. Pour lui conférer une valeur juridique internationale et renforcer davantage son caractère obligatoire, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait, dans une résolution ultérieure à prendre sur la République démocratique du Congo, prendre acte de l'accord par une résolution fondée sur le chapitre 7 de la Charte de l'ONU. C'est l'une des recommandations du 5e rapport du groupe de travail sur le processus de paix intitulé RDC entre la sortie de l'impasse électorale et le respect de la Constitution, analyse de l'accord politique de la Saint-Sylvestre. Le groupe de travail n'écarte pas la piste de sanctions internationales ciblées contre les acteurs qui ne respecteront pas leurs engagements ou qui tenteront de torpiller la mise en œuvre de l'accord. Pour garantir la mise en œuvre effective de l'accord, d'autres recommandations ont été formulées dans ce rapport, lesquelles permettront de faire face aux éventuels blocages qui pourraient surgir à l'occasion de son application. Ces recommandations sont orientées vers le peuple congolais souverain primaire, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Conseil national de suivi de l'accord, la CENI et les partenaires techniques et financiers. Et enfin, à la prospérité d'écrire accord de la Saint-Sylvestre RDC, impasse au centre interdiocésain, le déclic attendu de l'ONU.
La délégation gouvernementale conduite par Sheoki Tundu, le ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé l'engagement des autorités du pays à appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Selon Sheoki Tundu, il appartient au rassemblement et à toutes les autres forces politiques parties prenantes de créer les conditions de l'application du dit accord. Il cite la liste des candidats Premier ministre, la question de la succession de Tian Tshisekedi à la tête du CNSA et la fin des querelles intestines au rassemblement. Bref, Sheoki Tundu continue à considérer que l'opposition ne s'est pas entendue sur le choix du successeur de Tian Tshisekedi. La position du ministre congolais des Affaires étrangères n'a pas été partagée par la MONUSCO. Mamanti Dikou, le patron de la mission onusienne en RDC, est déjà satisfait de la désignation de Félix Tshisekedi comme président du Rassemblement et de Pierre Lumbi, membre du G7, au poste du président du Conseil des sages du Rassemblement. Monseigneur Marcel Lutsembi, le chef de l'épiscopat congolais, a aussi affirmé qu'il n'existe pas de crise de leadership au Rassemblement qui justifierait les appréhensions de la majorité présidentielle. D'après Marcel Lutsembi, cette question a été définitivement réglée le 2 mars dernier avec les nominations de Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention.